Et les experts sont là, autour de la table. Axel de Tarlet pour l'éco, Alex Taylor pour l'Europe, David Doucan pour la politique et Valentin Riglé-Brussy pour l'innovation. Messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Et on commence par l'éco, Axel de Tarlet. Quels sont les événements politiques qu'il faudra suivre cette année et leur impact sur l'économie ? Alors, il y a plusieurs dossiers chauds. D'abord, il y en a un très vite qui va venir sur le devant de la table. C'est l'Espagne. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de majorité politique en Espagne, ce qui pourrait provoquer dans les semaines à venir de nouvelles élections. Et vous savez qu'il y a en embuscade en Espagne Podemos, qui est l'équivalent de Syriza, un peu espagnol, qui a eu 21% et qui est un peu l'ultra-gauche, quoi. Voilà, qui est un peu le parti anti-austérité. Et donc, ça pourrait déstabiliser la zone euro. Ça, c'est le premier danger dans les semaines à venir. Deuxième très gros morceau, c'est la Grande-Bretagne qui pourrait organiser en mai son fameux référendum pour sortir de l'Union européenne. Le Brexit, Britain Exit. Et vous savez que les sondages, il y a beaucoup de sondages qui donnent le oui en tête. Donc ça serait un très mauvais signal envoyé au monde sur le thème l'Europe est en train de se déconstruire. Alors il y a une autre conséquence qui là pour le coup serait peut-être un peu plus positive pour nous, c'est que les grandes banques qui sont installées à Londres, les grandes banques internationales ont déjà dit, nous si la Grande-Bretagne sort de l'Europe, eh bien nous allons aller quitter la Grande-Bretagne et aller sur le continent. Et là on pourrait récupérer des Goldman Sachs, etc., qui pourraient aller soit à Francfort, soit au Luxembourg, ou soit, pourquoi pas, à Paris. Écoutez. Et puis enfin, la troisième nouvelle, c'est le troisième gros rendez-vous de l'année 2016, ce sont les élections américaines. Ce sera le mardi 8 novembre. Nous aurons donc les résultats, nous en France, le mercredi 9 novembre, vous savez, au petit matin. Et là, imaginez le coup de tonnerre. Donald Trump élu. Donald Trump, je vais quand même vous signer. Il est favori chez les Républicains. Je vais quand même vous rappeler quelques phrases anti-immigrés assez musclées qu'il a prononcées. Il a dit, d'abord, il demande, je cite, l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Au sujet des immigrés mexicains, il a quand même dit, ils apportent des drogues, ils apportent le crime, ce sont des violeurs. Voilà. Mais concrètement, est-ce qu'il a des chances d'être élu ? Écoutez, pour tout vous dire, je suis allé sur un site de bookmaker. Vous savez, on peut parier sur qui sera le prochain président des États-Unis. Et donc, il a une cote de 5 contre 1. Alors, en décodé, ça veut dire qu'on estime qu'il a 17% de chances d'être élu président des États-Unis. Il est deuxième, mais très loin derrière Hillary Clinton, qui, elle, a, selon ses bookmakers, 60% de chances de devenir la future présidente des États-Unis. Ce sera le 9 novembre. Enfin, nous, on le saura le 9 novembre. Écoutez, on lui souhaite. Et puis, puisque on peut souhaiter des choses, on va quand même souhaiter que la Grande-Bretagne reste dans l'Europe, n'est-ce pas, Alex ? Voilà. Justement, j'en parle, si vous voulez me lancer là-dessus. Voilà. Justement, votre boule de cristal 2016, elle concerne l'Union européenne. Et quand on dit l'Union européenne, je crois savoir que la Grande-Bretagne est toujours à l'intérieur. Oui, mais pour la boule de cristal, on vient de voir avec Munich, c'est le terrorisme surtout qui va dicter de plus en plus l'agenda politique, d'autant qu'il y aura d'autres attentats en Europe. C'est la seule chose dont on peut être sûr. En revanche, je pense beaucoup moins de migrants cet été car l'Europe est en train de se fermer, surtout politiquement. Sinon, sans contexte, je suis d'accord, le plus grand événement politique européen, c'est le référendum sur le Brexit. Je le prédis, moi, Axel, en début d'été, que les Britanniques diront non, donc, à l'Europe. Le problème, en fait, c'est qu'ils ne vont pas du tout voter sur l'Europe, ils s'en fichent, mais surtout contre Cameron, qui n'a aucune opposition en ce moment et qui continue à imposer des coupes draconiennes dans les services publics. Donc, c'est la première fois que les Britanniques pourront s'opposer à lui. Alors, si c'est oui pour le Brexit, dans l'instant qui suit, je peux vous garantir, les indépendantistes écossais vont organiser un nouveau référendum sur le refrain « Cassons-nous du Royaume-Uni ». L'Angleterre donc va se retrouver seule. Et David Cameron, qui a promis de partir avant la fin de son mandat, de toute façon, en 2020, le fera avec en musique de fond l'équivalent anglais, d'après moi, le déluge. Et ailleurs dans l'Union européenne ? Alors, je prédis Merkel indétrônable jusqu'en 2017, prochaines élections législatives en Allemagne. L'opposition à elle viendra surtout de l'Italie. Renzi est de plus en plus merkelophobe en ce moment, surtout qu'il a des élections régionales cette année, ses propres extrémistes europhobes à gérer dans la péninsule. La Pologne est en passe de devenir la nouvelle bête noire de Bruxelles, de plus en plus de mainmise dans les médias. Je promets même d'en parler la semaine prochaine. Je crois que ça va faire le thème. Le Portugal, à mon avis, va devenir la nouvelle Grèce. Son nouveau gouvernement de gauche fait de plus en plus de murmures anti-austérité. L'Espagne,
personne ne sait, je ne peux pas prévoir. Même les Espagnols eux-mêmes ne savent pas du tout à quelle sauce ou paella ils vont être cuits à partir de la semaine prochaine. Ils n'ont pas de gouvernement en ce moment. Seuls événements européens de sûr quand on pense, c'est l'Euro 2016 en juin et l'inénarrable concours Eurovision en mai à Stockholm. Ouais, alors, sinon, pour le reste, quién sabe wer weiß, who can tell, wait and see. Le polyglotte Alex Taylor. David Doucan, vous nous parlez ce matin de Nicolas Sarkozy. Il a pris position hier en faveur de la mesure de François Hollande sur la déchéance de nationalité. On peut tourner le problème dans tous les sens, mais il se retrouve contraint de soutenir le gouvernement. Pendant ce temps-là, tous ses adversaires sont déjà à fond dans leur campagne primaire. Bref, cette rentrée, on va dire, va être compliquée pour Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Vous avez bien résumé les choses et Nicolas Sarkozy en a parfaitement conscience. C'est pour ça qu'en ce moment, il se repose en famille et il réfléchit. Il ne prend presque aucun collaborateur au téléphone, sauf hier, vers 15h, lorsqu'il a corrigé depuis son lieu de vacances une première version de ses vœux. Il l'a jugé insuffisamment politique, pas assez offensif. Et puis, il ne voulait plus traîner, il fallait arracher le sparadrap. Voilà, ça y est, c'est dit, la déchéance, il faut la voter. Et si ça devait faire tousser dans son camp, Nicolas Sarkozy argumentera. Voilà ce que dit l'un de ses amis. Si on veut pouvoir brocarder François Hollande sur son naufrage idéologique, lui qui jugeait la déchéance indigne en 2010 et qui la défend coûte que coûte aujourd'hui, alors il nous faut nous aussi être cohérents et voter aujourd'hui ce que nous proposions hier. Nicolas Sarkozy défendra ce point de vue devant les députés lors de leur première réunion du groupe Les Républicains au tout début de l'année. Et qu'est-ce qui se passe pour la primaire avec l'offensive Juppé qui sort donc son livre la semaine prochaine déjà? Oui, ça va exploser. Absolument. Alors d'abord, sachez que Nicolas Sarkozy ne lit pas les livres d'Alain Juppé. What a surprise. Voilà. C'est une certitude. Il se les fait résumer. Ensuite, son entourage commence à en avoir assez qu'on leur explique que tout va mal pour Sarko. Écoutez ce que me disait hier son plus proche compagnon de route, Brice Hortefeux. Je cite, « Il y a une grande différence entre Nicolas Sarkozy et les autres, c'est que lui, il porte une responsabilité collective, alors que les autres n'ont qu'une préoccupation, leur nombril. » En fait, son problème, David, c'est que tous les autres partent billes en tête, mais que lui, il est coincé par son statut de chef de parti. Alors, quand est-ce qu'il va se déclarer? Quand est-ce qu'il va se... On le sait, ça, ou pas? C'est la question. Rien n'est à ce stade fixé, mais ses conseillers évoquent la fin du printemps, le début de l'été. Donc, ça laisse 6 mois à Nicolas Sarkozy pendant lesquels il fera mine de ne se soucier que du projet des Républicains, le fond, rien que le fond. Mais en réalité, bien sûr que lui aussi est déjà dans la présidentielle. Vous en aurez la preuve dès la fin du mois de janvier. Car les Républicains ont une élection interne pour choisir dans chaque département leur président de fédération. Les sarkozystes ont bien l'intention d'en faire une démonstration de force en raflant la majorité des postes. Et Nicolas Sarkozy lui-même continuera en ce début 2016 ses déplacements en France en essayant d'aller justement dans un maximum de fédérations avant la fin du mois. Merci David Doucan. On innove maintenant avec Valentin Riglet-Brussy qui vient nous parler d'un verre d'eau, mais un verre d'eau un peu particulier pour une croisade contre les boissons sucrées. Exactement. Déjà, un verre d'eau, c'est jamais du luxe après un réveillon. Mais là, il s'agit d'une alternative aux boissons sucrées, puisque, on le sait, les sodas sont l'une des causes principales de l'obésité qui touche près d'un tiers de la population mondiale. En même temps, quand on a le choix entre un verre d'eau un peu triste et un verre de soda à plein de couleurs avec des bulles super marrantes, on choisit très souvent le verre de soda. Ça a des conséquences en matière de santé publique, l'obésité donc, mais aussi le diabète. Pour changer nos habitudes, ou plutôt justement pour ne pas les changer, une société israélienne basée à New York a décidé de nous jouer un petit tour avec sa dernière invention, The Right Cup. Alors je m'en remets à Alex pour une traduction digne de ce nom, le verre juste, la bonne... C'est le bon verre, contrairement au mauvais verre. Voilà. C'est le verre qu'il faut prendre. Merci pour la traduction. Mais alors si je vous dis que The Right Cup nous joue un tour, c'est que ce verre nous trompe par le biais de nos sens. Vous remplissez le verre d'eau plate, d'eau minérale, mais en le buvant, vous êtes persuadé de boire une eau aromatisée à l'orange, à la pomme, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce verre? Bon, alors ce verre, c'est un verre en forme de verre, mais l'astuce, c'est que tout le pourtour, le rebord supérieur du verre, diffuse des arômes de fruits, ce qui fait qu'en le portant à vos lèvres, vous avez le goût, et au moment où votre nez est au-dessus du verre, quand vous buvez, a priori, vous avez aussi l'odeur du fruit. C'est un peu comme le sel sur la margarita, donc goût et odeur d'une eau fruitée sucrée, mais pas de sucre, juste de l'eau. C'est aussi simple que ça, c'est un tour de passe-passe pour rendre l'eau plus sexy. En revanche, la conception de ce verre qui change donc l'eau en eau aura pris 6 ans de recherche, c'est plutôt prometteur d'ailleurs. L'entreprise a lancé une campagne pour lever des fonds, ils visaient $50 000, ils en ont déjà récupéré presque 300 000.
En fait, votre histoire, ça rappelle la cigarette électronique, c'est-à-dire une sorte C'est à peu près une ça. sorte d'ersatz Voilà, qui un vise à substitut. remplacer, mais qui en réalité n'est qu'une supercherie. Donc, alors la cigarette électronique, on peut choisir son goût. Là, ce sera le cas aussi Et avec voilà, il y a- ce verre, The Right Cup. Exactement, right. The Right Taste. Il y a alors, 4 ouais, verres pour l'instant, chacun d'une couleur différente, et chaque couleur correspond à un goût. Pour l'instant, vous avez jaune citron, orange orange, rouge fruits rouges et vert pomme. Le verre diffuse ses arômes pendant 6 mois environ. Ça coûte 25 $ l'unité, c'est 22 €, c'est un peu cher, mais il faut penser évidemment aux économies que vous ferez en arrêtant d'acheter des sodas. C'est l'avantage. Ouais, il y a pas des bigous. À l'époque, il y avait les Malabar bigous. Non, mais ils vont développer le Vous êtes- cola et la pêche bientôt. Vous êtes complètement maso. Non, j'ai un âge C'est-à-dire que- canonique, c'est que vous étiez encore petit. Ah oui, c'est ça, c'est d'accord. pour les C'est mêmes. quoi ça. C'est quoi un bigou? Je sais même pas Un ce que bigoud, c'est. ça veut dire qu'il y a Même deux chose goûts en qu'un même temps. bigoudi. C'était vanille fraise. Non, des bigoudis, c'est Ah non, autre c'est autre chose. chose. Ouais. Il n'y a pas encore de goût bigoudi. Voilà, donc rideau sur les experts.